bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'extradition du leader du mouvement séparatiste anglophone suscite une vague de réactions au sein de l'opinion nationale et internationale, malgré le sort et une levée de boucliers observés contre ce transfert. L'on note que Abuja et Yaoundé sont restés fermes tout en entretenant le flou sur le sort réservé au leader sécessionniste arrêté il y a 3 semaines au Nigeria. Au-delà d'un procès très attendu au Cameroun, quelles sont les incidences politiques de cette extradition sur le théâtre de la crise anglophone? C'est le dossier du 20h à suivre dans ce journal d'Equinox Télévision. Également, le doute qui persiste sur le démarrage du championnat de football prévu initialement le 11 février prochain. L'annonce de la Ligue de football professionnel bute devant les retards observés dans l'octroi des subventions. Comment le général Pierre Semengue et ses collaborateurs se mobilisent-ils pour trouver les fonds nécessaires en vue du démarrage des championnats de football de première division? On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est une scène inédite de braquage qui s'est produite hier soir dans une agence de transfert d'argent située à Ndokoti dans le 3e arrondissement de Douala, habitué d'effectuer des transactions financières jusqu'à la fin de soirée dans cette agence de transfert. Des clients et caissières ont été surpris d'une entrée brusque des personnes lourdement armées. Ils ont emporté près de 7 millions de francs CFA selon des sources policières. Le récit des faits avec Equa Claude et Gladys Sidé. Les 6 braqueurs ont tenu en respect le vigile de l'agence bancaire et tous ceux qui se trouvaient aux alentours. Des témoins rapportent que tandis que l'un faisait le guet à l'extérieur, les 5 autres se sont introduits dans l'agence pour effectuer leur sale besogne. J'entends bandit, je vois le vigile aller de ce côté prendre une latte qui attire donc notre attention. Quand le vigile prend dans la latte, il s'amène au niveau du portail, il veut fermer le portail. C'est là un des braqueurs sort de l'autre côté. Il sort dans l'arme. Il dit qu'il veut mourir. Tout le monde s'est dispersé. Pendant que nous sommes dispersés, j'ai pris la peine d'appeler au 117. Qui m'ont dit qu'ils seront de moment à l'autre sur les lieux de... Mine de rien, nous avions les yeux devant Express Union. Parce qu'on voyait le mouvement qui se passait. Tout le monde disait qu'il y avait encore d'autres à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, nous avons vu 2 individus sortir. Quand ils sortent donc, chacun sort avec son arme. C'est là qu'on se met à crier donc bandit, bandit, et donc ce qu'on appelle chasse à l'homme. Au cours de cette chasse à l'homme menée par les bandes sikineurs et autres curieux, l'un des braqueurs a été rattrapé, molesté et battu à mort. Les bandes sikineurs avaient déjà réussi à maîtriser un et qu'ils étaient en train de le matraquer. Ils nous ont fait comprendre que les autres ont fui avec le sac d'argent. Alors nous avons fait tout pour essayer de sauver l'autre, puisqu'on voulait l'utiliser pour avoir la trace des autres. Mais ils ont tellement tapé, ça n'a pas été facile de l'extirper parmi près de 300 Benskiner. Alors on a quand même réussi avec notre pick-up à le mettre dedans. Et tellement il était touché, blessé, et malheureusement les blessures étaient tellement énormes qu'au moment où on arrive à l'hôpital, je crois qu'il était déjà tard. Les 5 autres braqueurs courent toujours. Ils auraient emporté près de 7 millions de francs CFA. Si les forces de sécurité saluent la collaboration des populations, elles condamnent tout de même la vindicte populaire qui aura été dans le cas d'espèce un frein au bon déroulement de l'enquête. Ils ont fait du très bon travail. Ils ont collaboré exactement comme on leur demande de faire. Ils nous ont aidés à appréhender ces malfaiteurs. Mais le fait qu'ils l'ont tué, ils l'ont tabassé, ils l'ont rendu inexploitable, ce n'est pas bien pour nous. Non seulement ce n'est pas conseillé, le verdict populaire n'est pas reconnu au Cameroun, nous sommes dans un état de droit, mais aussi
Et ils nous ont empêché une piste qui était claire, puisqu'on a réussi à retrouver l'autre et il avait une arme. Hein, c'est quand il a épuisé même ses munitions que les populations ont eu l'occasion de tomber sur lui. Les enquêtes sont en cours pour mettre la main sur les 5 autres membres du gang qui sont toujours dans la nature. Cette insécurité prend une ampleur inquiétante dans la ville de Douala. Durant la même nuit, des cambriolages spectaculaires se sont déroulés au marché de la Cité des Palmiers dans le 5e arrondissement. Près de 12 boutiques ont été cassées, des caisses d'argent emportées, des produits agroalimentaires dérobés. Des commerçants sont aux abois et estiment être lésés par les autorités locales. Reportage Warren Zede et Isabelle Carole Zoupet. Au cœur du marché de la Cité des Palmiers, des malfrats ont réalisé le coup de l'année. 12 boutiques cambriolées en l'espace d'une nuit. Les commerces agroalimentaires sont les principales cibles de ces hors-la-loi. Portes défoncées, boutiques saccagées et d'importants stocks de produits ont été emportés durant ces cambriolages nocturnes. Les victimes choquées de vivre cette insécurité criarde dans ce marché situé dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. La semaine passée, je suis revenue ici. La nuit de dimanche à lundi passé, je suis venue, j'ai trouvé ma boutique, on avait cassé. Cette semaine encore, on a cassé. La dernière fois qu'ils ont cassé, ils ont porté ma caisse d'argent. Et il y avait aussi quoi. Je parle déjà pour le moment pour la caisse d'argent. J'ai porté que ici aller au commissariat. Je n'ai même pas encore fini avec le commissariat. Voilà, encore aujourd'hui, on m'appelle encore aujourd'hui qu'on a encore cassé. C'est comme ça. Le marché de la Cité des Palmiers est devenu au fil des mois le théâtre de cambriolages et de vols à ciel ouvert. Les multiples plaintes de commerçants n'ont rien changé et les critiques furent sur le système de gardiennage défaillant. D'après ce qu'ils voulaient vraiment dans ce marché, qu'on change vraiment les gardiens pour que le gouverneur nous amène les nouveaux gardiens. Parce que nous sommes dépassés. Pour qu'il y ait vraiment la sécurité dans ce marché. Parce que nous ne veulent plus ces gardiens. Ces commerçants, victimes de cambriolage, interpellent une fois de plus les autorités sur la montée en puissance de l'insécurité dans cet espace marchand. Dans le reste de l'actualité, la création des écoles publiques sans bâtiment suscite la colère des chefs traditionnels à l'ouest. Dans le département du Nkunki, il existe des écoles publiques où le corps enseignant et les élèves sont contraints d'être des nomades à la recherche des bâtiments adéquats pour améliorer l'apprentissage des connaissances chez des élèves. C'est un véritable calvaire qu'ils vivent. Calvaire raconté dans ce reportage de Dallas Kana et Jean-Paul Chouniat. À Famla 1 dans le département du Nkunki, voilà 18 ans que son école publique est sans domicile fixe. Enseignants et élèves tels des bergers et leurs troupeaux font du nomadisme éducatif, allant de site en site à la quête d'un meilleur cadre de vie. Parti de cette baraque à la chefferie, cette école à cycle complet se réfugie désormais dans un foyer social de fortune offert par le chef du village. Un vieux bâtiment qui n'a pas d'éclairage, les salles de classe sont restreintes et les conditions de travail très pénibles. Mais nous sommes tellement mal à l'aise, tellement mal à l'aise. Il n'y a pas d'aération, il n'y a pas d'espace. Nous sommes étouffés. 6 classes de la Silokou moyenne 2, réparties dans 3 salles pour 3 enseignants, avec cours en tronc commun du système universitaire comme seul moyen de transmission des connaissances. La cacophonie et le brouhaha se passent de tout commentaire. Pour une école à cycle complet comme celle-ci, bon, ce n'est pas souvent aisé de tenir une classe jumelée comme celle-ci. Sans école maternelle, la CIL est presque transformée en crèche pour des enfants perdus dans tout ce qui se dit et se griffonne sur le tableau noir à longueur de journée. Par exemple, nous avons 16 élèves présents. Parmi les 16 élèves, nous voyons à peine 6 enfants qui sont capables de suivre normalement le programme de la CIL. On est obligé de soumettre les enfants à un niveau qui n'est pas le leur. Dans cette difficulté structurelle et conjoncturelle, chaque journée de travail se veut un calvaire pour ces enseignants qui ne savent plus où mettre la tête. Chaque matin, quand je me lève pour venir à mon service, je suis d'abord stressé
parce que je ne sais comment commencer, comment finir la journée. Une journée très pénible. Les méthodes de travail sont très difficiles. Et je ne sais pas comment on peut éduquer un enfant dans de pareilles conditions. Devant la pathétique réalité de l'école de son village, le chef de FAMLA 1 interpelle le gouvernement sur la légèreté observée dans la création des écoles au Cameroun. Nos élites ont réclamé une école, mais à ma connaissance, la réclamation d'une école nécessite toujours une étude préalable. Vous voyez, le message numéro 1 à adresser à l'État du Cameroun, c'est de ne pas créer des établissements de façon fantaisiste. Toujours mener une étude approfondie, ne pas se fier aux écrits qu'on vient de donner. Dans cette présentation publique des difficultés infrastructurelles et des manquements structurels des écoles, directeurs et enseignants de l'école publique de FAMLA 1 échapperont-ils aux menaces et intimidations de toute l'échelle hiérarchique de l'éducation de base de l'Ouest qui pèsent sur leurs collègues de l'école publique de Sumbanjoun? Leur unique péché impardonnable, avoir crié leur mal-être à la télévision. Quelle pratique du bilinguisme peut construire l'unité nationale et le vivre ensemble? La crise anglophone a révélé l'ampleur des insuffisances criardes dans la promotion du vivre ensemble à travers une pratique à double vitesse du français et de l'anglais. C'est dans ce contexte que se déroule la Semaine nationale du bilinguisme au Cameroun. Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Petit test sur la pratique du bilinguisme au lycée bilingue de Touguébé, avec le thème de la 13e semaine nationale du bilinguisme. Le thème c'est le bilinguisme socle de l'unité nationale et du vivre ensemble. Bilingualism bedrock for national unity and peaceful coexistence. C'est donc dans un établissement considéré comme l'un des creusets du bilinguisme que la semaine nationale a été lancée. Le bilinguisme, je peux dire qu'il est réel. Il est d'autant plus réel que nous sommes nés bilingues. En septembre 1991, cet établissement est créé CES bilingue. Et depuis, il évolue. Il est devenu lycée bilingue en septembre 1998. Et depuis 2009, nous sommes un établissement pilote avec la première entrée du bilinguisme au lycée. L'édition 2018 de la Semaine nationale du bilinguisme coïncide avec la crise anglophone, dont le déclenchement en octobre 2016 a eu pour effet d'accélérer la pratique effective du bilinguisme, à travers notamment un regain d'intérêt pour l'anglais, que beaucoup avaient vite fait de relayer au second plan. Si la crise anglophone est venue, il fallait seulement renforcer le bilinguisme pour que tous les maillons de la chaîne de la société puissent s'impliquer davantage. Vous savez, le bilinguisme c'est une quête permanente. L'unité nationale c'est une quête permanente. Le ministre des enseignements secondaires a saisi cette occasion pour réitérer l'importance du bilinguisme dans la consolidation de l'unité nationale et du vivre ensemble. We are celebrating this week in a context where national unity and living together are facing enormous challenges. L'anglais et le français doivent rester l'armature, mieux, le socle sur lequel viendrait se briser toute velléité de division et toute menace à notre vivre ensemble. Ces deux langues, de par l'ouverture qu'elles nous offrent sur le monde, représentent pour notre jeunesse et pour nous-mêmes une formidable richesse qui ne demande qu'à être exploitée. En créant il y a un an la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, le président de la République a voulu bousculer les mauvaises habitudes. La pratique du bilinguisme ne doit pas se limiter seulement dans les salles de classe. Elle doit également être une réalité au sein des administrations publiques. Une construction qui se veut permanente, le bout du tunnel n'étant pas pour demain. Le gouvernement dit avoir pris un certain nombre de mesures pour rendre effective la pratique du bilinguisme au Cameroun. À ce sujet, je vous propose d'écouter l'inspecteur et coordonnateur général chargé du bilinguisme au ministère des enseignements secondaires, Dominique Ndang Akou, qui revient sur les mesures gouvernementales prises pour rendre effective la pratique du bilinguisme au Cameroun. Au niveau du ministère, nous avons augmenter le nombre d'établissements bilingues sur toute l'étendue du territoire où cohabitent tous les deux sous-systèmes pour qu'ils puissent échanger et vivre ensemble et étudier ensemble.
chacun dans nos établissements, malgré votre origine, est capable d'étudier dans n'importe quelle langue, dans n'importe quel sous-système et continuer jusqu'au bout. Particulièrement au niveau secondaire, nous avons créé le programme d'éducation bilingue spéciale. Le programme d'éducation bilingue spéciale a apporté le bilinguisme même dans les établissements qui ne sont pas dits bilingues. Tout cela, c'est pour renforcer le bilinguisme au niveau secondaire et professionnaliser les enseignements comme a demandé notre chef d'État. Vous savez, nous avons déjà sorti la première cuvée, beaucoup de promotions qui ont le BPC bilingue, le poitoire bilingue et le baccalauréat bilingue. Au niveau des anglophones, il y a le Bilingual Specialty of GCE, Ordinary et Advanced Level. Tout cela pour qu'on ne parle pas la langue pour parler seulement. Ce n'est pas seulement un instrument de communication, mais c'est également un instrument de création d'emplois. Donc il faudrait que celui qui est bilingue puisse s'insérer dans le tissu économique. Parce que puisqu'il souffre, puisqu'il a les velléités de dire mais qu'est-ce que je fais avec ces deux langues? L'État met les moyens et avec l'appui de la Commission nationale du bilinguisme, je pense que nous allons aller de l'avant. Malgré une levée de boucliers observée sur le plan international contre l'extradition des leaders du mouvement séparatiste anglophone du Nigeria vers le Cameroun, Abuja et Yaoundé sont restés fermes tout en entretenant le flou sur le sort réservé à Sisiku Ayuk-Tabe et son état-major arrêté il y a 3 semaines au Nigeria. Le gouvernement camerounais vient de confirmer depuis 24 heures qu'ils sont désormais entre les mains de la justice camerounaise. Comment en est-on arrivé là? Je vous propose d'abord de rafraîchir votre mémoire avec les circonstances de l'arrestation et ensuite du débat qui a prévalu autour de l'extradition de ces leaders du mouvement séparatiste anglophone dans ce reportage de Donald Brice Kamgan. Lorsque Julius Sisiku Ayuk-Tabe et 7 de ses proches sont interpellés le 6 janvier dernier dans un hôtel d'Abuja, c'est un communiqué du gouvernement de l'Ambazonie qui l'annonce. L'information sera confirmée peu après par des médias nigérians. Les proches du président de l'Ambazonie qui évoquent un kidnapping par les autorités camerounaises exigent sa libération immédiate. La même demande sera formulée quelques jours plus tard par l'Association africaine des barreaux anglophones. Dans une correspondance adressée aux autorités nigériennes, le regroupement professionnel condamnera l'enlèvement de ses membres. Mais depuis lors, ni Yaoundé ni Abuja n'a confirmé la mise aux arrêts de celui qui était devenu l'ennemi public numéro 1 des autorités camerounaises. Dans la presse, 2 versions s'entrechoquent au sujet de la nationalité de la force ayant mené l'assaut contre Julius Sisiku Ayuk-Tabe et les membres de son cabinet. Alors que certaines sources soutiennent qu'il s'agit d'une opération spéciale menée en territoire nigérian par les forces de sécurité camerounaise, une autre thèse parle d'un coup de filet de l'armée nigériane qui aurait ensuite remis les mises en cause à la disposition du Cameroun. Ce n'est que le 23 janvier dernier, lors d'une interview accordée à France 24, que Issa Chiroma Bakari confirmera l'interpellation de Julius Sisiku Ayuk-Tabe et d'autres leaders de la cause sécessionniste, sans précision cependant sur leur lieu de détention. L'officialisation de l'extradition du président de l'Ambazonie et de 46 de ses collaborateurs par le porte-parole du gouvernement met ainsi un terme au débat sur l'existence d'un cadre légal entre le Cameroun et le Nigeria permettant le transfèrement des activistes sécessionnistes à Yaoundé. Et justement, sur ce plateau avec nous, Maître Célestin Kengoum, avocat au barreau du Cameroun, docteur en droit, spécialiste des questions sécuritaires sur le plan africain. Il viendra décrypter les mécanismes ayant conduit à cette extradition des leaders du mouvement séparatiste anglophone du Nigeria vers le Cameroun. Mais avant sa réaction, il y a celle des hommes politiques, eux qui étaient plus ou moins, qui avaient émis des réserves sur les possibilités de cette extradition des leaders du mouvement séparatiste anglophone du Nigeria vers le Cameroun, estiment qu'il y aura des incidences sur le théâtre de la crise anglophone et exhortent le gouvernement à aller bien plus loin pour résoudre cette crise qui perdure depuis près de 2 ans et dont les conséquences sont désastreuses pour l'économie et la société camerounaise. Des précisions avec Innocent Abega et Kate Diarra.
L'annonce par le ministre de la Communication de l'extradition de Sissoko Ayuk Tabé ainsi que quelques autres membres de la République fantôme de l'Ambazonie a provoqué un raz-de-marée réactionnel dans le monde de la politique au Cameroun. Pour Edouard Fauchivé, cadre au RDPC, il s'agit d'une action positive qui rentre dans le cadre de la sécurisation du territoire. Rien à voir avec la patate chaude qu'Odokion assimile au cas Patrice Ngana. Il ne faut pas faire cette comparaison avec le cas Ngana. Parce que l'appréciation de ceux qui traitaient le dossier Ngana, ils avaient porté Ngana dans un monde qui n'était pas le sien. Vous comprenez qu'il n'y a pas de comparaison à faire. Ici, c'est un domaine politique et de sécurité, et de l'autre côté, c'était un activiste. Donc on ne peut pas les traiter de même. Bien mieux, ils voient en cette extradition une possibilité, celle de récolter le maximum d'informations possibles sur les réels commanditaires des violences dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le chef de file, celui dont vous parlez, veut rencontrer le président de la République. Je dis c'est une bonne chose, parce que derrière ça, il peut avoir des informations qu'il peut donner pour nous permettre de pouvoir calmer donc cette douleur. Parce que derrière ce monsieur, que je ne peux pas prononcer le nom, excusez-moi, se cachent aujourd'hui des figures qui doivent être connues. Ayuk Tabé et ses compères devraient jouer la carte de la coopération s'ils désirent réellement, comme ils l'ont fait comprendre jusqu'ici, aboutir à la résolution de ce conflit qui n'a que trop duré. Qui soit aujourd'hui coopératif, qui donne des informations pour pouvoir détendre l'atmosphère. Parce que voyez-vous, vous ne pouvez pas vous imaginer que je suis de ceux qui ont souffert pour cette histoire. J'ai ramené mes enfants de l'université de Bouya, qui ne voulaient qu'une formation. Pour Jacques Maboula Boya, le maire de Yabassi, l'heure n'est plus à la critique et aux attaques tous azimuts, mais sinon à l'uniformisation des positions nationales au sujet de la crise anglophone. Il est important de rappeler à la communauté qui soutient ces sécessionnistes, quelle que soit la légitimité d'une revendication, on ne se fait pas justice, encore moins par les armes. Parce que le recours à la violence armée est une atteinte grave à l'intégrité d'une nation, qu'elle s'appelle Cameroun, Nigeria ou peu importe. Il est important que tous ces hommes armés contre le Cameroun déposent des armes et reviennent sur des revendications purement politiques. Les effets de la malgouvernance étant la chose la plus partagée au Cameroun. Le nord-ouest, le sud-ouest connaissent une malgouvernance qu'on peut percevoir dans tout le Cameroun. Toutes les communautés sont touchées. Il recommande donc à toutes les parties de s'appuyer sur l'exemple rwandais et ivoirien, histoire de sortir de cette impasse le plus rapidement possible. Je crois qu'il y a un exemple par le passé qui nous parle, c'est le Rwanda. Le Rwanda a connu pire que ça. Et le Rwanda s'est regardé dans le miroir et les communautés Tutsi et Hutu se sont parlé. Et aujourd'hui, le Rwanda est un exemple en Afrique. On a la Côte d'Ivoire également, qui a connu des violences. Mais ils se sont assis et ils ont discuté. Quelles sont les implications juridiques et politiques de cette extradition des leaders du mouvement séparatiste anglophone du Nigeria vers le Cameroun? C'est la principale articulation de la deuxième partie de ce journal. Invité sur ce plateau, Maître Célestin Kengoum, avocat au barreau du Cameroun, docteur en droit et spécialiste des questions sécuritaires sur le continent africain. Maître Célestin Kengoum, bonsoir. Bonsoir, monsieur Noufélé. Vous avez suivi cette intervention d'abord du ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, qui affirme que 47 personnes qui ont été arrêtées au Nigeria sont désormais entre les mains de la justice camerounaise. Le ministre de la Communication qui parle d'une extradition des leaders du mouvement séparatiste anglophone du Nigeria vers le Cameroun. Première réaction face à cette coopération entre Abuja et Yaoundé sur le cas de ces sécessionnistes. La première réaction que j'ai eue comme tout Camerounais, c'est un sentiment de soulagement de savoir que l'un des leaders des revendications sécessionnistes en la personne de M. Ayuk Tabé a été arrêté et transféré au Cameroun. Mais là, c'est un sentiment de citoyen. Maintenant, en tant qu'analyste, je me suis posé beaucoup de questions. Quelles sont les zones d'ombre qui persistent dans le cadre de cette procédure d'extradition d'Abuja vers Yaoundé?
Avant déjà de parler des zones d'ombre, il faut parler des zones de lumière. Il n'y a pas eu de transparence dans toute la procédure qui a conduit à leur extradition, à leur refoulement. Ça pourrait également être un refoulement, parce que l'extradition découle d'une procédure judiciaire. Est-ce qu'une procédure judiciaire avait été initiée au Cameroun contre ces personnes? Et si oui, est-ce qu'il y a eu une demande d'extradition en bonne et due forme? Ce sont des interrogations auxquelles nous n'avons pas de réponse. Mais le fait de les renvoyer au Cameroun sur le plan politique peut s'interpréter en un refoulement des citoyens camerounais qui exercent des activités sécessionnistes sur le territoire ou des activités subversives, jugées comme subversives sur le territoire nigérien. Mais on a suivi des organisations internationales mettre la pression sur Abuja afin que ce refoulement, cette extradition puisse ne pas avoir lieu. Le HCR qui a plusieurs fois indiqué à la presse qu'elle a obtenu, le HCR qui a obtenu des garanties nécessaires auprès des autorités nigérianes qu'il n'y aura pas d'extradition de ces leaders du mouvement séparatiste anglophone d'Abuja vers Yaoundé. Et aujourd'hui, c'est le ministre de la Communication du Cameroun qui confirme cette extradition-là. Comment expliquer la prise de position des autorités nigérianes et camerounaises sur ces deux dossiers? D'abord, en ce qui concerne la position du gouvernement nigérian, c'est un État souverain. Voilà pourquoi toutes les analyses, toutes les spéculations ne peuvent qu'être des hypothèses. Un ami m'a appelé ce matin pour me dire que voilà, tu disais qu'on ne peut pas les refouler ou les extrader vers le Cameroun. Les voilà, ils ont été extradés. En matière de relations internationales, il n'y a pas de science exacte. Ce n'est pas une science exacte. Ce sont des hypothèses. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'un certain nombre d'éléments peuvent militer en faveur de telles situations. Mais on ne peut pas d'emblée décider. Un chef d'État peut bien dire que je ne vais pas les extrader. Mais la pression intérieure, la pression internationale le contraint à le faire. Un chef d'État peut dire je l'extrade. Mais des contraintes intérieures ou des forces extérieures peuvent l'amener à ne pas extrader, alors qu'au départ, il voulait bien le faire. Donc soyons un peu mesurés. Et je voudrais que nous évitons tout triomphalisme. Je me pose bien un certain nombre de questions, sans entrer dans tous les tenants et les aboutissants de ce refoulement. Je me demande bien ce que ça cache. Est-ce que ce n'est pas une patate chaude qu'on refile au gouvernement camerounais? Parce que le Nigeria peut vouloir faire bonne figure, d'abord envers l'État camerounais, qui est quand même un État, un pays frère, un pays ami. N'oublions pas qu'au plus fort de la crise de la guerre du Biafra, déclenchée par le général Emeka Ojukwu, le Cameroun, contre la volonté française qui soutenait cette sécession et la création d'un État du Biafra, le Cameroun a soutenu le gouvernement central, le gouvernement fédéral central, dirigé par le général Gowon. Mais le Cameroun a toujours fait montre d'empathie, de sympathie, d'amitié envers le Nigeria. Le Cameroun mène une guerre Boko Haram qui a son siège au Nigeria. Le Cameroun a accueilli des milliers et des milliers de Nigérians, voire même des soldats qui fuyaient les attaques de Boko Haram. Donc le Cameroun... Ce sont ces arguments-là, selon vous, qui ont pesé en faveur... Je vous dis que sur le plan diplomatique, le Cameroun s'est montré un pays frère et ami du Nigeria. Donc nous n'avons jamais fait mystère de notre amitié en posant des actes concrets. Depuis le gouvernement du président Ahidjo jusqu'au président Paul Biya en ce moment, le Cameroun n'a jamais eu un comportement équivoque envers le Nigeria. Nous accueillons les Nigérians sur nos territoires, ils sont assez bien traités. Mais ce que je dis, la perception de la crise anglophone dans les pays anglo-saxons et surtout au Nigeria, c'est ce qui nous a amené à dire que ces personnes ne pouvaient pas être refoulées. Justement, et ils sont désormais au Cameroun et vous estimez que c'est une patate chaude que le gouvernement de plus d'avoir. Quels sont les éléments qui vous amènent à conclure? C'est une patate chaude, je peux vous dire, c'est une patate chaude parce que il est évident que le Cameroun a donné des garanties, solides, entre guillemets, d'une justice transparente et tout. Mais il y a des éléments déjà sur le plan juridique. Le terrorisme, la sanction contre le terrorisme au Cameroun, c'est la peine de mort. C'est la peine de mort. Et vous savez que la plupart des puissances occidentales n'appliquent plus la peine de mort à part les pays comme les États-Unis.
l'Union européenne, il n'y a plus de peine de mort. Est-ce que le Cameroun va condamner ces personnes à la peine de mort? Pour l'instant, officiellement, on ne sait pas quelles sont les charges. Non, on a dit que ce sont des terroristes. On les a qualifiés de terroristes. Donc ils seront jugés sous la loi portant répression contre le terrorisme. Il n'y a pas une autre loi qui pourrait leur être appliquée. Donc est-ce que le Cameroun pourrait appliquer cette loi et les condamner à mort? Et si après la condamnation, est-ce que ces personnes seront exécutées? Revenons encore maintenant sur le plan politique. Ces 47 personnes qui sont venues au Cameroun, sont venues dans quel état? Imaginez un seul instant que quelques-uns ont déjà été empoisonnés et qui viennent à mourir entre les mains du Cameroun. Je vais vous dire, monsieur Noufele, il ne s'agit pas de savoir si le Cameroun et le Nigeria entretiennent des liens amicaux et fraternels. Il faut s'interroger. Quels sont les dessous de cette guerre de sécession? Ce qui se passe aujourd'hui dans la partie ouest du Cameroun, c'est-à-dire les régions du nord-ouest et les régions du sud-ouest, c'est ce qui s'est passé à l'est du Nigeria à l'époque d'Ojukwu. Lorsqu'on a installé Gowon au pouvoir, Ojukwu, soutenu par des multinationales, a estimé que la région de Ibo était une région très riche. Alors il fallait créer la sécession. La France était derrière cette sécession. Est-ce que l'arrestation et l'extradition de ces leaders du mouvement séparatiste anglophone aura un impact sur le théâtre de la crise anglophone au Cameroun? Je ne le pense pas. Parce que vous voyez, dans ces mouvements politico-militaires, il y a deux volets. Lesquels? Il y a le volet politique. Et M. Tabe Ayoub apparaissait comme le chef politique de ce mouvement. Mais il y a maintenant des chefs militaires. Alors, qui sont ces chefs militaires? Qui les financent? Qui les finance? Qui les entraîne? Qui les soutient à l'intérieur comme à l'extérieur? Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'un Tabe Ayoub arrêté, d'autres abbés seront projetés au devant de la scène. Maintenant, il est vrai qu'il y a quand même un affaiblissement de la structure politique de ce mouvement politico-militaire. Mais la question que je me pose, quelles sont les multinationales qui les financent? Parce que si ce sont des multinationales qui les financent, qu'est-ce qui vous dit qu'elles n'auraient pas été derrière ce refoulement? Je vous rappelle que pour ces puissances, les individus ne signifient rien. Les États ne signifient absolument rien. Donc Tabe Ayoub ne représente absolument rien lorsqu'ils ont des intérêts. Ils veulent atteindre un objectif, ils utiliseront tous les moyens et toutes les personnes possibles à leur disposition. On a vu la communauté internationale qui interpelle le gouvernement sur la nécessité de mettre un dialogue. Le Cameroun gagnerait d'abord à les placer dans des conditions de conditions de détention qui ne souffrent d'aucune contestation possible. Pour éviter que ces personnes ne soient tuées, ne soient venues empoisonnées. Et je vous rappelle que beaucoup de soldats camerounais sont morts. Et les camarades d'armes ne peuvent pas voir d'un bon oeil ces 47 personnes qui ont été à l'origine de la mort de leurs camarades sur le front. Alors comment mettre fin à cette tension dans les régions anglophones alors que les leaders du mouvement séparatiste sont arrêtés et qu'il y a toujours des affrontements entre des assaillants non identifiés et l'armée camerounaise dans les régions du sud-ouest? Monsieur Noufele, il y a deux alternatives qui se présentent en ce moment pour le Cameroun. Le règlement successif de ces crises, c'est-à-dire le Cameroun peut décider de commencer par régler cette affaire sur le plan militaire. Et après avoir eu la victoire, passer au deuxième volet, qui est le volet politique, c'est-à-dire un dialogue inclusif comme nous l'avons toujours souhaité. Mais de mon point de vue, et je penche pour la deuxième solution que je vais d'ailleurs vous avancer, il y a ce mode de règlement simultané, dont le gouvernement devrait régler simultanément ces problèmes, et non les régler de manière successive. Parce qu'une guerre, on peut s'enliser dans la guerre, et on ne sait pas jusqu'où peuvent aller l'effet domino même de cette guerre. Donc du coup, je pense qu'il faut que nous soyons très prudents, que le gouvernement soit très prudent, d'abord dans la détention de ces personnes, dans leur jugement, et que parallèlement, c'est pour ça que je parle d'un règlement simultané de ces problèmes, et que le dialogue soit véritablement mis en place avec des acteurs nouveaux, comme nous l'avons toujours préconisé. Merci Maître Célestin Kengom. Je précise que vous êtes avocat au barreau du Cameroun et docteur en droit spécialiste des questions sécuritaires sur le continent africain. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision. Juste après,
Cette édition du 20h, l'émission Parole de femmes présentée par Julingue Nyondé. Bonne soirée sur cette même antenne. Mesdames et messieurs.